Les journaux sont en train de disparaître. Les médias d'aujourd'hui s'étalent sur des écrans informatiques aux mémoires volatiles et des photographies qui le sont tout autant. Les archives de la presse nous demeuraient une porte ouverte sur le temps passé, une porte faite de milliers de pages jaunies qu'on pouvait entasser pour les retrouver dans le coin d'un grenier. Avec bonheur ou effroi, on pouvait y retrouver des entrefilets oubliés, des petits événements qui nous ont marqué l'histoire du village et de ses alentours. Je vous invite à une lecture par thèmes multiples et variés, un tri d'administratifs, de choses tristes et gaies, et des faits par lesquels notre village, Metz, a inscrit sa vie courante dans l'encre indélébile des journaux. Tournons et découvrons quelques pages jaunées. Le regard sur le Metz social débute avec le Républicain français du 12 septembre 1796. Les débats de la Révolution française nous mettent en avant une demande pour l'établissement d'un second notaire sur notre territoire. Bien plus tard, en 1910, pour porter secours aux victimes des terribles inondations parisiennes, la fanfare de Metz s'est cotisée à hauteur de 65 francs. En 1912, c'est la clique de mots qui, par le journal de Seine-et-Marne, exprime sa reconnaissance et son bonheur d'avoir remporté plusieurs prix à notre concours de fanfare, concours qui avait visiblement une grande renommée. En 1921, Gaston Duvivier, trésorier de la section de Metz du tout jeune Parti communiste français, se propose dans les pages de l'Humanité en tant que garde d'enfants. En janvier 1925, notre institutrice, mademoiselle Plantet, rêve de quitter Metz pour s'installer sur la Côte d'Azur. Elle place une petite annonce dans le journal L'École de la vie, à l'espoir qu'un professeur du littoral varois ou des Alpes-Maritimes veuille bien lui échanger sa situation au soleil contre la sienne, qu'elle vante d'être qu'à 2 heures de Paris, grâce à la ligne des trains Paris-Lyon-Méditerranée. En 1926, la revue La Pédale propose à ses lecteurs et lectrices, aux amoureux de la bicyclette, une promenade de santé autour de Metz. L'article précise: nous recommandons tout spécialement cette sortie à nos sociétaires qui désirent se reposer des fatigues de la saison cycliste. Dans la journée, juste 100 km, c'est très indiqué pour les dames. En 1932, Madame Malot, qui est garde d'enfants à l'année ou au mois, insiste sur les bienfaits du bon air de la proximité des bois à Metz. Le 28 juin 1934, les pages du journal officiel de la République française nous apportent le souvenir de la création de l'Avenir musical, société d'éducation populaire pour développer le goût de la musique instrumentale. Le siège social est précisé chez son créateur et dépositaire, Monsieur Duperche. En 1934, c'est le contrôleur des contributions indirectes qui s'affiche d'être présent à la mairie de Metz, le 9 janvier entre 9h et 11h, pour recevoir les droits et taxes. Le 1er septembre 1936, les pages de l'Ami du Peuple, et le matin, quelques jours ensuite, nous rappellent ce qu'était la détresse d'avant les assurances sociales instituées pour tous. Jules Petit, maçon, père de famille, a été écrasé par un train la semaine précédente. Il laisse à Metz une veuve et 9 orphelins de 12 à 11 mois, totalement démunis. Une souscription d'aide est ouverte par le comité de secours des Messois auprès du maire et de Maître Gastaud, le notaire. Toujours en 1936, année du Fonds populaire, le Camping Club de France
organise des sorties pour ses adhérents depuis la gare de Metz. Passé la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, la réalité du quotidien doit se réorganiser. Le journal officiel de la République française nous apprend qu'en date du 30 juillet 1947, il a été fondé le comité d'épargne de Metz et de Courdimanche. Cette publication succède à celle du 4 juillet pour l'association familiale et rurale de Metz. Les mémoires qu'on peut dire contemporaines des faits ayant eu une action sur notre quotidien se dévoilent par les pages du Moniteur industriel du 8 juillet 1841. On y mentionne la réalisation des 7438 mètres et 60 cm de la route départementale 34 de l'axe La Ferté-Alais à Malesherbes et la redéfinition du tracé de la route à l'entrée du parc du château. Les travaux nécessaires ont été évalués pour 70 000 francs. En mars 1851, le 18, la Gazette relate un scandale et même des troubles lors du carnaval de Metz et son bal. Une chanson intitulée « La femme a deux maris » avait semé la discorde au point que le maire avait publié un arrêté pour interdire de la chanter. Et comme pour toute interdiction autoritaire, c'est l'inverse qui se produisit, puisqu'on la répéta à n'en plus finir avec l'impossibilité aux gendarmes de parvenir au silence des chanteurs. Il fut même installé un tréteau et une scène pour la chanter. Au final d'une montée des violences engendrées, un jeune homme fut arrêté avant d'être obligé d'être relâché sous la pression de la prise d'assaut de la mairie par ses défenseurs. Il faudra l'intervention du procureur de la République d'Étampes et le renfort de 2 brigades de gendarmerie pour de nouveau arrêter les jeunes hommes, non sans y ajouter certains de ses comparses. Cependant, et une fois encore, le convoi qui les conduisait vers la prison d'Étampes fut soumis au rassemblement qui se forma au but de les délivrer. Dans la presse, du 16 juillet 1855, on apprend que Bouquiot, boucher à Metz, a été condamné à 50 francs d'amende pour la mise en vente de viandes insalubres. La tradition musicale à Metz ne s'est jamais démentie, puisqu'en date du 6 octobre 1864, notre instituteur communal, M. Lefebvre, s'est vu remettre la direction de l'Orphéon du canton de Milly. En 1868, le 4 août, c'est l'extraordinaire pied de vigne de M. Jacot, aubergiste, qui fait rayonner le nom de Metz dans les pages du Petit Journal. Son tronc, qui s'élève à 8 mètres du sol, y a encore une circonférence de 30 cm. Le pied de vigne donne plus de 300 kg de raisin annuel. L'Union, le 5 octobre 1870, nous rappelle la guerre qui est sur notre territoire et précise la libération de notre village. Pithiviers est toujours occupé par les Prussiens. En juillet 1873, le moulin neuf exploité par M. Louot a été détruit par les flammes. On estime la perte à 180 000 francs à recouvrir par l'assurance. En juillet 1878, c'est le Messois, Théodule Feuillu, qui fait parler de lui. Il a 21 ans, il est employé au chemin de fer. Il a été pris d'un malaise au cours d'une baignade rafraîchissante. Un temps paralysé, il a fort heureusement repris ses esprits et une vie normale après quelques heures d'inquiétude. En février 1880, un début d'incendie aurait pu être dramatique. Il se déclare dans la grange de M. Véron, occupé par le marchand de chiffon Boussingault et son frère de 14 ans. Le jeune homme avait oublié d'éteindre sa chandelle. Il a été in extremis sorti de son matelas en flammes. En décembre 1880, ce sont 6 sarcophages sculptés avec des parois de 6 à 7 cm d'épaisseur qui sont découverts en piochant dans la cour de l'aubergiste Isidore Radido. On constate que la politique et les politiciens changent peu leur discours au fil des époques. Lors de son meeting d'août 1899, M. Porcher, un des leaders du Parti libéral, déclare à son public messois « Nous voulons des réformes pratiques et non des phrases qui n'aboutissent à rien ».
En décembre 1890, notre foire de la Sainte-Catherine est marquée par des incidents mettant en cause des forains et des bonimenteurs. Rapidement détectés comme étant des escrocs, l'intervention des gendarmes est nécessaire. L'un des gendarmes est mordu par la main d'une femme. Cela se terminera par 3 arrestations et un convoyage vers la prison d'Étampes. En juin 1891, l'environnement bucolique de Metz est choisi par M. Bureau, le professeur émérite du Muséum d'histoire naturelle de Paris, pour y donner ses cours pratiques dans la nature. C'est l'époque où les esprits s'échauffent et se déroule une série d'attentats anarchistes qui marqueront durablement les esprits et l'évolution politique du mouvement ouvrier. En mars 1894, une cartouche de dynamite avec mèche et amorce est découverte avant que trop tard, en proximité du magasin de vin de la famille Dassy. Au début de juillet 1898, la restauration du tombeau de Michel de l'Hôpital permet la découverte d'un parchemin enfermé et conservé dans une gaine de plomb. L'objet est déposé dans une armoire à la mairie de Metz. Cela suscite avec raison les inquiétudes des rédacteurs de l'article sur le devenir du précieux document. Où est ce document aujourd'hui ? Début juillet 1899, arrive le premier ballon dans le ciel de Metz. Le comte Henri de Lavaux et Maurice Mallet se posent dans notre village à l'issue de leur première étape aérienne. Le lendemain, en arrivant à Saint-Michel-en-Lerme, après avoir parcouru 390 km dans les airs, ils seront déclarés vainqueurs du premier concours de distance en aérostat organisé par l'Aéroclub de France. Le comte de Lavaux deviendra ensuite et à son tour président de l'Aéroclub de France. Son nom restera dans l'histoire, celui donné à l'avion Latécoère 28 de Mermoz, le premier avion qui traversera l'Atlantique Sud. En juin 1900, la maison Paillard, l'un des cafés de la gare de Metz, vend des œufs fourmis à 35 centimes le litre. Pour information, c'est une gourmandise sucrée à base de riz soufflé. En mars 1906, l'intransigeant nous décrit ce qu'était le périple entre la gare de Metz et le village de Milly à bord du Patache, la célèbre diligence conduite par le non moins célèbre Monsieur Perrault. Au début de septembre 1906, c'est une toute autre célébrité qui arrive à Metz. Le cambrioleur connu sous le sobriquet de Tournevis fait une intrusion nocturne dans la maison de la famille Peigné. Après une lutte violente, le malandrin s'enfuit en abandonnant son butin et sa casquette. Encore et toujours le feu. En janvier 1907, il aura fallu 2 heures d'intervention des pompiers pour maîtriser l'incendie de la ferme de Monsieur Caillet. En juin 1907, Perrault chute du Patache. Il passe sous les roues de sa diligence, très grièvement blessé. Le 10 janvier 1908, l'état civil de la ville de Saint-Quentin, dans le Nord, publie le ban de mariage de Émile-Louis Jean-Baptiste Macarez avec Jeanne-Berthe Irbeck. Macarez deviendra plus tard le directeur de la sucrerie de Metz, où il n'est pour l'heure qu'employé en tant qu'ingénieur civil. En février 1908, éclate une importante escroquerie nationale de faux titres au rapport mirobolant. Madame Domino de Metz figure parmi la longue liste des Bernais qui perdront leurs illusions et surtout leurs économies. Le 7 janvier 1910, la misère des travailleurs journaliers, souvent exploités et maltraités, auxquels l'hiver n'offre plus de travail ni de ressources, se personnifie sous les traits d'Auguste Lablancherie. On l'arrête à Milly. La veille, dans le hameau de Tramerol, il a tenté de s'attaquer à Valère Migné, cultivateur. Dans l'heure qui suivait, il a tenté de s'en prendre à son épouse, Séraphine Migné, et en la blessant lorsqu'elle était sortie chercher de l'eau. En février 1910, il n'y a pas que la crue de la Seine, la tempête fait rage. 2 kilomètres de poteaux télégraphiques sont emportés au long de notre voie ferrée. Le premier accident automobile sur le territoire de Metz
est identifié en mars 1910. Jaffin, le chauffeur du capitaine Rouve de Paulin, a tué en le percutant le malheureux cheval de Madame Périgaud, notre fruitière. Tel un symbole tragique, cet accident annonce l'avènement de la civilisation motorisée qui bientôt fera oublier les millénaires de la noble conquête du cheval. Un mois plus tard, en avril 1910, ce sont les chevaux de l'équipage de monsieur Edmond Perrault de Milly, qui se rendait à Metz, qui prennent peur en découvrant l'automobile de Charles Brousstet, ingénieur au service municipal de la ville de Paris. En s'emballant, les chevaux partent percuter un mur. L'un d'eux se tue sur le coup. Le malheureux monsieur Perrault est reconduit chez lui, blessé et choqué. En septembre 1910, c'est de nouveau un journalier messois de 22 ans qui fait parler de lui en incendiant une meule d'avoine appartenant à monsieur Renard de Valpuiseau. Marcel Pinasson avoue également avoir incendié un abri de cantonnier 2 ans plus tôt. Il est déclaré simple d'esprit. En octobre 1910, notre directrice d'école dépose une petite annonce pour embaucher une cuisinière, propre et active. Une veuve avec une fille de 6 à 16 ans lui est le profil idéal. En janvier 1911, c'est notre notaire, M. Gastaud, qui passe une annonce pour embaucher un couple sans enfants, en tant que valet chauffeur et cuisinière. Toujours en janvier 1911, dans un état grave, un individu inanimé et impossible à identifier est découvert par le garde champêtre, étendu devant la porte de la mairie. Il a été conduit à l'hôpital d'Étampes. L'histoire ne dit pas s'il a survécu et qui il était. Les tâcherons, les journaliers, ceux sans-abri, étaient communément désignés par l'expression « les gars de la batterie ». En septembre 1911, c'est l'un d'eux, nommé Eugène Daffrelot, qui est inculpé à Metz après avoir cambriolé une boutique foraine. Le pauvre homme qui est arrêté a aussitôt avoué où il avait caché son butin. Politique encore et toujours à Metz. Lors de son meeting de novembre 1912, l'éloquent Frédéric Clément, au nom des Républicains indépendants, se fait applaudir pour son exposé sur la représentation proportionnelle et pendant qu'il fustigeait les utopies du Parti radical. En avril 1912, ce sont toutes les dépendances de la marchande de bois Madame Robin qui partent en fumée. Les pertes dans l'incendie dépassent la somme de 15 000 francs. En avril 1913, l'automobile conquiert définitivement sa place de danger des temps modernes. Georges Loiseau, le boulanger de Corbeil qui faisait sa tournée de livraison à Metz, a été percuté par une automobile alors que la sienne était stationnée sur le bas-côté en proximité du passage à niveau. Une voiture qui allait vers Fontainebleau alors qu'elle en croise une autre s'est serrée sur la droite en prenant l'une de ses roues dans les rails du nouveau tramway. Un pneu a éclaté, entraînant la perte de contrôle. Georges Loiseau, qui remontait dans son véhicule, a eu une jambe broyée par la trajectoire de la voiture folle. Il a été conduit à l'hôpital de Corbeil dans un état désespéré. En avril 1914, sous 60 cm d'humus, les carriers de Metz découvrent une quarantaine de squelettes gaulois, dont le plus petit mesurait 1,80 m. Des épées, des glaives et une couronne ont été mis à jour parmi les ossements. En juillet 1914, M. Macarez cherche à revendre une carrosserie d'automobile 2 places, complète, avec son pare-brise et sa capote. Rappelons qu'en ces temps de pionniers de l'automobile, les constructeurs vendaient des châssis motorisés qu'on allait faire équiper chez le carrossier de son choix. En août 1915, le journal La Patrie annonce que la société de chemin de fer offre une réduction de 50% au retour depuis Metz pour les coureurs cyclistes licenciés engagés dans la course Paris-Milly. L'école d'aviation militaire de Juvisy est un des principaux centres de formation de nos pilotes militaires. En juin 1917, l'un de ses élèves qui est venu tenter de poser son avion en panne à Mépuy près de Metz a capoté. Il s'est brisé une cuisse. En août 1919, c'est un mariage heureux vers une nouvelle vie pour une Messoise.
Madeleine Victorine Périgot, qui épouse Émile-Joseph Louis Odobé, le directeur de l'Agence nationale de crédit à Sœurs, non loin de Semur en Auxois. La jeunesse de l'après-guerre de 1914 est turbulente. En août 1920, les gendarmes de Metz arrêtent un garçon de 17 ans qui avait assommé pour la volée une rentière de Milly âgée de 74 ans. En février 1920, Eugène Dupré, charretier à Metz, est percuté par une automobile. Projeté sous sa charrette, il meurt d'une fracture du crâne. En janvier 1921, Valentin Volot, 75 ans, est découvert par sa petite-fille. Il est mort noyé dans le bassin de son jardin de l'Île-à-Mai. Toujours en janvier 1921, Pascal Ruggeri, mécanicien à Metz, demeurant rue du Bonpuits, fait la promotion du traitement du chartreux, dont on espère pour lui qu'il soit un vrai élixir miracle, tel il le vante dans la publicité, et qu'il a pu guérir de ses douleurs de sciatique aiguë. En mars 1921, les bois de Malabry sont entièrement ravagés par les flammes. En décembre 1921, la réputation des bistrots de Metz n'est plus à faire. 7 de nos débitants de boissons sont mis en examen pour avoir délivré de l'alcool, plus que de raison, à 4 jeunes Messois de 12 à 14 ans. La défense argumente que ces derniers étaient quand même parvenus à rentrer chez eux, passé 23 heures, malgré leur état d'ivresse très avancé. En février 1922, Émile Malcarez écrit pour se plaindre au journal L'Écho de Paris, dont les illustrations comportent trop souvent des diables qui exacerbent son sens moral chrétien. En juin 1924, Germain Faure, marchand de pavés à Metz, se tue au guidon de sa motocyclette. Il a voulu franchir le passage à niveau de Boutigny alors que le train arrivait. En novembre 1924, le journal L'Humanité annonce les convocations des camarades du parti. Le bureau central laisse supposer qu'il est à prévoir du remaniement dans l'air. La cellule du parti communiste de Metz-Videlle ne sera pas épargnée. En octobre 1926, on publie l'annonce du mariage de Georges Maurice Valentin Courtelmont, épicier à Metz, avec Blandine Georgette Jagère, demeurant à Saint-Armand. Nous sommes en juin 1926. Depuis, le fisc, dans son autorité, a-t-il changé? Un Messois, monsieur B, est en lutte depuis plus de 6 ans avec le fonctionnaire de la perception de Milly qui lui réclame les impôts pour un bois dont il n'est pas le propriétaire et dont il ignore même où il pourrait se trouver. Le préposé de l'administration se borne à lui répéter: « C'est à vous et non à moi de prouver que vous n'êtes pas le propriétaire de ce bois. » En juin 1926, ce sont par ailleurs 50 hectares de bois qui brûlent à Metz. Il n'est pas précisé si le bois attribué à monsieur B serait en plus parti en fumée. En juin 1928 à Metz, comme en Amérique, on a la gâchette facile. Vers 20h30, la voiture de monsieur Gallier, directeur d'usine à Nanterre, est prise comme cible sur la route qui conduit vers la Ferté-Alais. Aucun des impacts de revolver n'a heureusement atteint le conducteur. Il ne sera fait aucun signalement des agresseurs qui ont pris la fuite. Juillet 1928. Une fois de plus, les histoires tentantes de bon placement font des victimes. Un habitant de Metz y laisse des plumes et ses économies pour la somme rondelette de 36 000 francs. Madame Bourgeot, receveuse des rentes à Versailles, voleuse de plusieurs millions à ses clients, sera finalement condamnée à 5 ans de prison après son procès en 1930. En mars 1931, c'est encore et toujours la misère, le dénuement des travailleurs journaliers qui s'expriment dans le drame. On a retrouvé Adolphe Digaud, 49 ans, mort de froid sur la route. Son dernier emploi avait été à la ferme de la Brosse. En septembre 1931, un hangar de récolte près de la sucrerie disparaît dans un incendie. Les dégâts sont estimés pour 100 000 francs.
En octobre 1931, Marcel Allerbach, chauffeur de M. Bevet, meunier à Metz, percute avec son camion Jacques Platet, un jeune charretier de 16 ans. Le jeune homme a la colonne vertébrale brisée. On le conduit à l'hôpital de Corbeil. En février 1932, le Parti communiste met l'accent sur le sport et la réussite de son challenge intersyndicat qu'il a organisé à Metz avec le soutien de la section du Parti de Corbeil. Sur la lancée de popularité du Parti communiste, en juin 1932, Fourment et Émile Auclair tiennent une soirée de propagande au Café de la Girafe pour lancer un appel aux camarades de la Ferté-Alais. En novembre 1932, l'abbé Tondou, curé de Metz et de 3 autres églises sur le secteur, lance lui aussi son appel. Il alerte sur les travaux nécessaires pour entretenir et préserver l'église de Courdimanche. Toujours en novembre 1932, Alfred Gouzy, hôtelier à Metz, perd le contrôle de son automobile après l'éclatement d'un pneu. Sa passagère, Madame Clémence, institutrice à Puiselay-le-Marais, est grièvement blessée. En janvier 1923, au bon temps où on avait tous des armes à la maison, Madame Schombacher, de 22 ans, fait consciencieusement le ménage de son appartement messois. Elle laisse tomber le revolver, qu'elle ramasse précipitamment en appuyant sur la gâchette. Sans le vouloir, le coup part en direction du genou de Marcel, son mari, Cressonnier. On l'emportera à l'hôpital de Corbeil. En mai 1934, c'est un accident de moto au carrefour Saint-Pierre, l'intersection du haut de la ville. Michel Pinard, mécanicien à Gironville, a été renversé par une automobile. Une jambe brisée, il part lui aussi à l'hôpital de Corbeil. Le 28 juin 1936 est la date d'un événement aérien pour Metz. Un avion anglais de Weiland DH-80 à Pousse-Moche, piloté par l'aviateur Judge, est parti de l'aérodrome de Croydon et devant initialement se poser au Bourget, il a été contraint d'écourter sa destination en arrivant sur le plateau d'Étampes. Le pilote, confronté à une situation inattendue, est contraint d'y réaliser un atterrissage d'urgence. Le lendemain, dans la tentative pour redécoller, l'avion monomoteur entre en collision avec des arbres et s'écrase. Les 2 occupants sont grièvement blessés et l'avion détruit. Ils ont été transportés à l'hôpital d'Étampes. En août 1944, c'est la libération. Les chars se battent entre Milly et Metz. Des récits terrifiants avec la proximité des camions dans la Grande Rue existent déjà en septembre 1950. Charles de Bizet, qui était de passage à Metz, est happé sous les roues d'un poids lourd. Il va décéder avant d'arriver à l'hôpital d'Étampes. En 1951, on relate qu'au moment de l'invasion allemande, M. Ostkogel confiait à un de ses amis entrepreneurs de Montrouge, M. Henri Glaise, une cassette renfermant 2000 livres sterling, or et 45 000 séries de timbres, le tout représentant environ 23 millions de francs. Sans nouvelle du dépositaire de la fortune pendant l'occupation, M. Osgoel le retrouvera après la libération et lui demanda de lui rendre son bien. M. Glaise manifesta une certaine réticence. Il avait dû protéger le trésor de la convoitise allemande et en le disséminant dans différentes cachettes et il n'avait pas encore pu, déclara-t-il, le récupérer. Les mois puis les années passèrent sans que M. Osgoel puisse obtenir la restitution de sa fortune. Il s'adressa alors à la justice et sa plainte vint d'amener l'arrestation de M. Glaise et de sa femme qui ont été inculpés d'abus de confiance. Ils ont déclaré au magistrat instructeur que l'or avait été vendu et utilisé pour meubler la villa qu'ils avaient achetée à Metz. Madame Glaise avait d'autre part fait l'acquisition de quelques bijoux et d'un manteau de fourrure. Une perquisition opérée à la maison de Metz a permis, avec l'aide d'un détecteur de mines et de métaux prêté par l'armée, de retrouver 800 pièces d'or dissimulées dans une cocotte en fonte enfouie dans le jardin de la villa. Le couple a été écroué. En octobre 1952, notre chanteuse Catherine Mess débute la célébrité de sa carrière. Son nom apparaît sur le programme du théâtre des Deux Ânes, la salle mythique parisienne du boulevard de Clichy. Son nom y est en compagnie de Jean Poiret qui ne forme pas encore son duo célèbre avec Michel Serrault.
Les adjudications immobilières sont aussi un voyage pour retrouver nos souvenirs. En novembre 1875, le journal officiel de la République française nous offre d'acquérir le château de Bonnevaux, ses dépendances, sa ferme et ses presque 289 hectares de terres cultivables et de bois pour la somme de 338 400 francs. En mai 1876, la vente du château de Gironville et ses 286 hectares se négocie auprès de maître Saussier, notaire à Metz. En 1876, une maison bourgeoise neuve à Metz est vendue pour 2000 francs. Toujours en août 1876, il devient possible de s'établir dans 2 moulins de Metz. Le moulin Lillamais y est décrit idyllique, avec ses 4 paires de meules montées à l'anglaise, sa maison de maître qui deviendra ensuite la Villa Lorraine de Georges Houdin, sa maison de gardien, son écurie, son jardin, son île. Le moulin neuf est quant à lui neuf et porte bien son nom. On peut s'y installer dans sa maison de maître et profiter de ses écuries. En mai 1877, la ferme d'Angevouan est mise à prix 180 000 francs à l'étude de maître Saussier. En août 1884, c'est maître Grandpierre qui est notaire à Metz. Le journal La Loi annonce les ventes de biens saisis à Metz. La vente aux enchères se tiendra à l'école de Metz. Le dimanche 24 août à midi, il y aura 43 pièces de terre, de bois et de prés, ainsi qu'une grande maison récemment construite pour en faire une auberge et un commerce de grainerie. En janvier 1886, le moulin Saint-Éloi, qui vient d'être ravagé par un incendie, est vendu démonté. On vante la qualité de sa chute d'eau et de ses dépendances qui n'ont pas brûlé et restent debout. La mise à prix avec tout à reconstruire est de 5000 francs. En août 1909, on vante l'attrait de la région auprès des chasseurs parisiens qui peuvent y accéder en 1h40 depuis Paris via la gare de Metz et le fusil sur l'épaule dans le train. Le succès est tel qu'il ne reste plus que 2 actions à 350 francs disponibles à acquérir sur le domaine de chasse de 800 hectares proposé par M. Darbonne. Le 14 mars 1922, l'étude de Maître Joly à Paris met aux enchères la villa La Roseraie ainsi que 2 jardins à Metz. La villa est mise à prix 90 000 francs et les jardins 1000 francs. Les annonces du journal L'Excelsior du 9 octobre 1925 nous font découvrir l'identité de M. Louis Sirès qui habite au Moulin Brézé et qui vend sa machine à écrire Japy en état neuf. En juillet 1926, on retrouve le moulin neuf remis en vente par M. Moret. Il est décrit apte pour toute industrie grâce à la qualité de sa chute d'eau. Les croissonnières sont incluses dans la vente. Le panorama à l'immobilier se termine par la publicité du Cottage des Bois qui vante le confort de ses 30 chambres et de sa bonne table à prix modéré. C'est la villégiature idéale pour les Parisiens qui viendront y chercher la nature bienheureuse. On s'attardera sur quelques autres pages du journal officiel de la République française. Le 25 février 1878, l'administration des finances mute Antoine Lepin, notre percepteur dans le Nord. C'est Jules-Joseph Isidore Langtin qui arrive pour le remplacer. En 1934, la médaille d'argent du travail est attribuée à Diogène Jules Dassy, sous-caissier de la succursale messoise de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Étampes. Son collègue Albert Leroy, administrateur de la même succursale, reçoit également la médaille d'argent. En 1935, pour cette même médaille d'argent et cette même succursale messoise, les récipiendaires se nomment Georges Baudard et Albert Domino, tous deux administrateurs. Au journal officiel du 21 avril 1938, un jugement rendu par le tribunal civil de première instance d'Étampes le 30 mars 1938 enregistré, il appert que Marie-Antoinette Schmitt, marchande de vin,
demeurant à Metz Seine-et-Oise, place de la Gare, veuve en premières noces de Maurice Ernest Ragot, et en seconde noces non remariée de monsieur Léon Marius de Rache, ayant maître Derieux pour avoué, a demandé l'envoi en possession, à défaut de testament et d'héritier au degré successible, de la succession de son mari, Léon Marius Desraches, en son vivant marchand de vin, demeurant à Metz Seine-et-Oise, place de la Gare, demande dont le tribunal d'Étampes lui a donné acte, en prescrivant l'exécution des formalités de publication voulues par la loi. Le 13 août 1938, Achille Robillot, directeur d'école à Ivry, retraité, installé à Metz, et futur maire qui sera nommé malgré lui par les Allemands, prend à cœur de défendre les habitants de sa commune adoptive vis-à-vis des tarifs jugés exorbitants de l'électricité locale. Il fonde le syndicat d'intérêt des usagers des services publics de Metz. En août 1948 est fondée la Société civile des droits de chasse de Saint-Éloi pour la sauvegarde du gibier et l'organisation de la chasse. Puisqu'il vient d'être évoqué la compagnie d'électricité de Metz, outre une carte postale montrant l'usine de production attenante au moulin de la ville, il en subsiste aussi quelques traces administratives. Le journal La Journée industrielle, daté du 26 janvier 1923, en donne un descriptif global et mentionne sa propriété à Narcisse Benoît et compagnie. C'est une société en commandite par action. Le souhait du moment est de porter le capital de 25 000 à 75 000 francs par émission de 500 actions de 100 francs et 250 par créé pour rétribuer les anciens actionnaires. L'affaire est d'un bon rapport pour les propriétaires. Le bilan financier de 1921 mentionne un bénéfice de 33 500 francs. Bien évidemment, la production de la petite usine hydroélectrique ne permet pas d'alimenter tous les besoins du village. La sucrerie, par exemple, était autonome. Elle s'était pourvue de ce qu'on appelait le turbo, qui était une machine à vapeur couplée à un générateur électrique. Les anciens Messois ont connu les poteaux électriques en ciment de la ligne qui partait de la sucrerie, puis traversait le jardin de la rue Lilamay, puis traversait la robinerie en direction de la briqueterie qui deviendra Siporex. En décembre 1931, la société Sud-Lumière, à laquelle la compagnie d'électricité de Metz achète son électricité pour la revendre aux Messois, en prélevant sa commission, est autorisée à ouvrir les tranchées nécessaires pour y déposer la canalisation électrique haute tension pour alimenter les besoins croissants de la briqueterie. En 1940, l'Assemblée annuelle des actionnaires publie un long rapport sur l'exploitation de la compagnie et de ses avoirs. Le capital a finalement été porté à 75 000 francs en 1939. Les comptes sont savamment équilibrés en comptabilisant les actifs, machines, lignes et compteurs d'abonnés, pour un montant de 642 768 francs et 88 centimes. Le passif ayant exactement la même somme, incluant les frais pour le besoin de remettre en état l'usine du moulin de la ville et son matériel de production devenu désuet. On notera que l'administration de la compagnie, qui a totalement échappé au giron messois, est dirigée par un dénommé Léon Morel depuis ses lointains bureaux parisiens dans le quartier cossu du Palais Bourbon. Toujours en 1940, par le journal officiel, on mesure la lourde mainmise fiscale durant l'occupation. En 1945, les actionnaires font de nouveau prétendre à leurs avantages. S'y ajoute le visuel des ravages de l'inflation. Le capital de la compagnie a été porté à 250 000 francs. La loi de nationalisation du 8 avril 1946 vient apporter un frein définitif aux appétits des actionnaires de la compagnie de production de distribution d'électricité. Dans un dernier tour de passe-passe pour en augmenter artificiellement la valeur de rachat par l'État, la compagnie d'électricité de Metz est rebaptisée Force et Distribution de la Champagne et du Gâtinais.
On porte le capital à 1 175 000 francs que vont s'empocher les actionnaires sur les deniers de l'État, et non sans faire valoir en plus l'obtention de dommages de guerre. Les archives nationales, si elles mentionnent bien ce fait pour l'usine du Moulin de Metz, restent totalement silencieuses sur les montants qui ont été alloués. Au sujet de l'électricité à Metz, il faut remémorer le souvenir oublié de l'entreprise locale Bidot, qui a été un acteur industriel important dans les médias après-guerre. En poursuivant sur le domaine industriel, notre sucrerie qui nous a légué au souvenir énormément de cartes postales mais finalement peu de traces administratives, on retrouve son statut qui a été reçu par Maître Moureau, notaire de Milly, le 9 mars 1904. Puis une visibilité de sa comptabilité équilibrée jusqu'à la veille de la guerre de 1914. Arrivé en 1925, on visualise que le jeu spéculatif des actionnaires de l'industrie conduit vers une centralisation des productions. Il ne subsiste plus que 60 usines sucrières en France, et en réalité 5 groupes sur les 207 qui étaient en 1914. En jouant sur les stocks qu'ils possèdent, les raffineurs font artificiellement chuter les cours et sèment la division au sein des producteurs de betteraves, réduits souvent à vendre à perte. On notera que dans ce jeu immoral, la sucrerie de Metz conservera toujours sa dignité en payant 320 francs et à son juste coût la tonne de betterave, tandis que dans le sud ou dans l'Alsace, on ne payait que 120 et même 110 francs aux producteurs. Toujours dans le domaine agricole, la Dépêche du Berry publie en 1934 une annonce de l'Union Générale Agricole de Metz, qui recrute des représentants pour exporter ses semences hors du département de Seine-et-Oise. Le rayonnement de Metz est aussi redevable à sa gare PLM, dont les journaux nous font revivre les grandes dates. La ligne de Corbeil à Metz est inaugurée en 1865, puis de Metz à Montargis l'année suivante. Le chemin de fer, on le sait, fut affublé de créer tous les malheurs. Le plus ancien drame à Metz date de 1880. Ce fut la descente de train de Madame Marie-Bénédicte Poyet, qui, endormie en quittant trop tardivement son wagon, fut frappée par la portière de son compartiment. Précipitée à terre, elle s'en tira avec une jambe gauche cassée. En 1883, une tentative à faire dérailler un train sera déjouée de justesse grâce à un cantonnier. En septembre 1884, la voie jusqu'alors unique devient à double sens de circulation entre Metz et Montargis. Le 20 octobre 1892, un jeune homme d'environ 25 à 30 ans est retrouvé, le corps coupé en deux sur la voie. On diffuse le signalement de sa montre pour espérer l'identifier. Au début 1892, c'est la tristesse d'un second et anonyme présumé suicide. Le malheureux a soigneusement laissé au bord de la voie son chapeau, une tabatière et 4 francs de son porte-monnaie. Il s'est abandonné sous les roues de la locomotive. En juin 1935, la compagnie PLM force les concurrences et propose des tarifs avantageux pour le transport du Cresson vers la capitale. Évoquons rapidement notre célèbre TACO, train de ligne secondaire, tramway, initialement exploité par la Société des chemins de fer de grande banlieue et dont le projet sera dévoilé en avril 1895, avant de devenir déclaré d'utilité publique par la loi du 25 juin 1907. Le chantier en sera émaillé de nombreuses grèves salariales et particulièrement en 1910 et en 1911. La ligne sera inaugurée en octobre 1912. Le premier incident, en avril 1914, est une centaine de mètres de remblai qui s'effondre sous la voie, surplombant la Seine près de Corbeil. En octobre 1918, ce sont 12 ouvriers tués et blessés lors d'un déraillement à Metz. En 1928, une grève salariale paralyse tout le trafic. La circulation automobile croissante s'avère de moins en moins compatible avec les locomotives qui partagent le même espace. Les autocars aussi font concurrence. Metz, c'était aussi nos multiples carrières, dont celle qui fabriquait des pavés pour les rues.
La feuille de Provins du 4 août 1888 nous remémore l'essai de 1000 pavés achetés pour 900 francs commandités pour des réfections dans la rue de la Gare et la rue du Four des Rennes à Provins. Dans les carrières, on a des métiers dangereux. Le 3 juin 1890, Jules Théophile Mercier est victime d'un éboulement. L'accident lui causera l'amputation de la jambe droite et une moins grave fracture à la jambe gauche. Le 12 avril 1902, à la carrière de la Vallée, un autre éboulement ensevelit Jules Rousseau et son fils qui travaillaient à fendre une roche. Bien heureusement, leurs camarades Léon Cosette et Jules Minier vont venir et réussir à les dégager. Dans les colonnes de l'usine du 4 décembre 1919, Pierre Fulchiron vante les qualités de son sable de quartz destiné aux sableuses, employé également pour le noyautage. Le samedi 4 août 1934 débute la grande grève des carriers. Sur revendication salariale, 320 ouvriers, dont 210 qui sont étrangers, ont cessé le travail, rien qu'à Metz. En novembre 1937, la carrière Coignon, avec son embranchement de voies ferrées, propose 15 millions de tonnes de sable siliceux pour les verreries et les fonderies. Parcourir les journaux, c'est aussi se confronter aux récits qui glacent le sang. Les suicides, les vols, les agressions, les accidents et les malheurs. En février 1883, une Messoise se donne la mort après avoir été surprise à voler un panier de beurre sur le marché d'Étampes. En février 1883, le suicide par pendaison de l'agriculteur Bourdelot fait rappeler qu'il aurait été plus judicieux pour son épouse de le décrocher au plus vite pour tenter de le ramener à la vie que d'attendre l'arrivée de la gendarmerie pour constater la mort. En janvier 1870, c'est au tour de Monsieur Pinault de constater la pendaison de son épouse. Elle ne s'était pas pardonné d'avoir involontairement étouffé son enfant endormi près d'elle. Monsieur Pinault perdait le même jour son épouse et son enfant. En mai 1878, on évoque les gestes honteux du garçon laitier miacois Alfred de la Folie sur une fillette messoise âgée de 10 ans. En mars 1882, le drame intervient au sein de l'entreprise Courtelmont. Louis-Théodore Duché, maçon, meurt asphyxié dans l'opération de vidange de la fosse des Anses de Monsieur Hollard. Le 27 avril 1885, Victor Huet, notre facteur rural, ne rentre pas chez lui. Ce ne sera que la nuit passée que son corps est découvert dans le grenier par son épouse. La rumeur populaire lui accréditait de ne plus jouir de ses facultés, à cause de trop de boissons. En octobre 1891, le dénommé Louis Goubet, natif du Plessis-Chenay près de Corbeil, est au centre de l'actualité. Il est le responsable d'une dizaine d'incendies déclenchés sur les 6 derniers mois et dont le dernier a eu pour victime la ferme Périgot. Ce n'est que de justesse et grâce aux gendarmes qu'il a pu échapper à la population messoise qui voulait le lyncher. Le 6 août 1892, c'est avec tristesse qu'on découvre le corps pendu de Gustave Boulat, notre boulanger qui n'avait que 39 ans. Il était acculé par le souci de ses affaires et le décès de son épouse Marie-Catherine Cariot le 10 janvier. Il laisse 2 enfants, Adrienne et Adrien, nés en 1877 et en 1882. En juillet 1897, c'est une triste histoire de faiseuse d'anges qui fait mentionner Metz dans les journaux. En fait, notre praticienne locale, matrone Madame B, à cette époque était décédée. Elle est citée pour avoir transmis son savoir à Madame Boulino-Rougeard, couturière de Milly, qui, moyennant 215 francs, offrait ses bons services aux femmes enceintes malgré elle. Tout serait resté inconnu sans la prière journalière d'une mère malheureuse sur la tombe secrète de son enfant que des guetteurs avaient imaginé être l'emplacement d'être un trésor enfoui. En octobre 1901, le commerce messois de vin de Madame Malherbe se transforme en espace de pugilat. La commerçante et les clients sont pris à partie. Menacés par les couteaux de Charles Blot
et Étienne Le Tacon, tous deux 38 ans qui refusent de payer leur dû. L'intervention du maire puis le secours des gendarmes de Milly permettra la maîtrise et l'arrestation des forcenés. En février 1906, on relate le cambriolage de Madame Dassy, porte fracturée avec une razzia complète des bouteilles de liqueur et de vin. Le vol d'objets partout dans la maison. En septembre 1908, Madame Bourran, habitante de Metz, ne supportait plus la vie depuis le chagrin de la mort de son mari. Mélancolique et probablement déséquilibrée, elle avait décidé de mourir en allumant son chauffage à bois et en s'endormant avec près d'elle ses deux enfants, Mariette âgée de 6 ans et Raymond âgé de 4 ans. Réveillée par le remords en écoutant les gémissements de ses enfants, elle décida de faire marche arrière. Hélas, malgré les efforts du docteur Dupont, le petit Raymond succombera. Mariette sera placée à l'assistante publique tandis que sa mère sera internée dans une maison de santé. En septembre 1909, Jules Conchot, ouvrier pour la construction de la nouvelle ligne de tramway CGB qui habitait Metz depuis 2 mois, trouve la mort à bicyclette sous les roues de la voiture de M. Pasquet, le notaire de Milly. En janvier 1910, Séraphine Minier, cultivatrice, qui habitait au 56 rue du Bonpuits, est assaillie par ce qu'on appelait un gars de la batterie, qui la jeta par terre et tenta de l'étrangler avec un foulard. Alertés par les cris, les hommes aux alentours sont arrivés pour mettre en fuite l'agresseur. Sous l'autorité du maire, Louis Decroix, les gendarmes de Milly arrêteront un jeune homme de 24 ans, Louis Labélangerie. En octobre 1910, pris d'une congestion pulmonaire, l'abbé Martin, 49 ans, curé doyen de Milly, fait déraper sa moto en bas de la côte de Metz. Le prêtre, inanimé et ensanglanté, cessera de vivre avant l'arrivée du médecin. Toujours en septembre 1910, sous les yeux de sa femme, Louis Quérard, charretier à Metz, est grièvement blessé par une automobile qui le prend en écharpe tandis qu'il menait son attelage. Cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton à fossette, visage ovale, 1m72, René narcisse, opagiste, ex-cultivateur devenu gendarme à Metz, numéro de matricule de recrutement 1009 et neurasthénique. Il se tue d'une balle dans la tête le 3 décembre 1911 à l'âge de 30 ans. Il laisse une veuve et 3 enfants. En septembre 1912, monsieur et madame Piron, parisiens, sont venus chasser à Metz. Madame Piron, en voulant recharger son fusil, tire maladroitement sur Abel Labresse, le jeune garçon de 15 ans qui les accompagnait. En février 1913, ce sont des dames, des Luronnes inconnus qui assaillent un jeune homme négociant en bois à Metz sur la route de Gironville. En janvier 1914, avec beaucoup d'humour, le petit Parisien relate les aventures extra-conjugales de Madame Clément avec le titre « Louis Clément tire sur Léon Clément » avec lequel Madame Clément se montrait clémente. Louis Clément est entrepreneur de travaux publics à Metz. Il soupçonnait à juste titre sa femme d'une liaison avérée avec le facteur Louis Clément. N'en pouvant plus, il a tiré sur le prétendant qui s'est enfui à bicyclette. Il y aura plainte pour tentative de meurtre. En août 1920, René Jaillet se fait arrêter à la gare de Metz. C'est un chanteur du cabaret parisien L'Apollo. Il est aussi un malfaiteur qui venait juste de tenter d'assassiner pour la dépouiller une dame veuve de Milly-la-Forêt. En octobre 1920, les gendarmes de Metz arrêtent Louis Legrand, un journalier belge de 44 ans, pris sur le fait du cambriolage d'Étienne Marlin, cultivateur à Bunau-Bonnevaux. Le 15 septembre 1923, nos gendarmes de Metz arrêtent Étienne Bonnet, ouvrier agricole qui incendiait les meules de fourrage appartenant à M. Brisemeur de Prunay-sur-Essonne. En octobre 1926, la police parisienne arrête Marcel Dillier Fournier, pris sur le fait d'un vol de manteau. Il se déclare être né à Metz le 25 octobre 1898. Il habite dans un hôtel parisien au 164 rue de Clichy. Il déclare avoir trouvé un travail qui commencera le lendemain matin à la compagnie de chemin de fer du Nord. Tandis qu'il était retenu au dépôt de police,
le fichier anthropométrique révélera une toute autre vérité, celle d'André Ferdinand Baldi. C'est un forçat évadé qui avait usurpé l'identité d'un Messois. Il avait disparu de son domicile depuis près de 2 semaines. Le 12 septembre 1929, le corps de Jean Poupon de Champmoteux, 37 ans, veuf depuis 2 mois et père de 2 enfants de 4 et 7 ans, a été retrouvé dans la forêt de Metz, en état de décomposition, le dos criblé de plomb. On suppose un accident de chasse. La gendarmerie de Metz est chargée de l'enquête. André Gauthier, le comptable de l'Union Générale Agricole, se révèle avoir détourné 50 000 francs. Il est arrêté après ses aveux en juin 1932. En novembre 1932, on retrouve des vêtements ensanglantés dans la sablière du moulin Paillard de Metz. Un pantalon violine et un veston gris. À partir de ces éléments, la police identifie leur appartenance à l'auteur du crime qui vient d'avoir lieu dans la région de Montargis. En janvier 1933, c'est le drame chez les employés journaliers de la sucrerie. Prenant fait et cause pour leurs femmes qui se querellaient et en étaient venus aux mains, messieurs Francisco Serlata et Vassilevski interviennent dans la dispute. Le dernier voulut emmener sa femme, mais Serlata, l'interpellant, lui tire à courte distance un coup de carabine. Blessé assez grièvement au visage, monsieur Vassilevski a été emporté à l'hôpital de Corbeil. Ils habitaient rue Saint-Éloi à Metz au jour de leur double suicide d'amoureux. Georges Agry, 27 ans, était bijoutier horloger et sa compagne, Marie-Thérèse Bichelin, née Ferrero, avait 27 ans. Les gendarmes sont venus forcer la porte, alertés par les voisins au matin du 7 mars 1933. Ils ont trouvé le cadavre de Marie-Thérèse et Georges mourant. En février 1938, monsieur Albert Mateneau, 70 ans, demeurant au hameau de Courty, a été renversé par une motocyclette que pilotait monsieur René Rélis, 38 ans, habitant à Beaune. Monsieur Mateneau a été tué sur le coup. Quant au motocycliste, il a été si grièvement blessé qu'il n'a pas pu être interrogé. Moralité après toute cette lecture, le passé et le présent se ressemblent très souvent.